jusqu'ici, parce que je quitte Facebook en fait, publication constante sur Facebook en mars. Donc, ça, c'était ma dernière semaine vraiment sur Facebook où j'avais vraiment beaucoup de trafic, où j'avais pas mal de choses, mais ça, j'avais désactivé Jetpack. Ici, c'est ma période LinkedIn où j'ai réactivé Jetpack et vous voyez que j'ai beaucoup moins de personnes qui viennent parce que Facebook était quand même responsable de pas mal de visites sur mon site. Si par exemple, je prends cette semaine-ci, on va voir que les moteurs de recherche représentent 2022 vues et Facebook 752. OK, on arrive sur la période après Facebook. Les moteurs de recherche sont presque dans la même tendance avec une chute de 4 parce que mon article phare, je l'ai un peu repurpose pour aller dans le sens de ce que mon entreprise fait aujourd'hui. Donc, du coup, il a baissé en visibilité sur Google. Et vous voyez que LinkedIn m'apporte autant de trafic que Facebook. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous dire, trouvez la plateforme qui fonctionne le mieux pour vous. J'avais beaucoup de gens qui venaient de Facebook, qui remplissaient mon entonnoir, mais qui n'étaient pas qualifiés. J'ai moins de personnes qui viennent, mais ils sont de meilleure qualité en fonction de LinkedIn. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de gens se focalisent sur les mauvaises datas. OK, prenons encore notre exemple très simple. Voilà mes publications cette dernière semaine, sinon ce dernier mois. J'ai à quoi 6200 abonnés. Je suis quand même ancien sur LinkedIn, mais si ce ne fait que 2 mois que je suis très actif dessus. Ça, c'est le 3e mois. Bon, voilà, par exemple, publication que j'ai faite tout à l'heure, il y a 4 heures. Voilà, j'ai 3 réactions dessus. 152 impressions. Fait des paires, 243 impressions, 10 réactions. J'ai fait un repost à 168 impressions, une réaction. Quand j'ai partagé ton post qui annonçait la publication, en fait, cette masterclass, tu vois, à peine 11 réactions, 441 impressions. Donc, ça, c'est des chiffres quand vous créez du contenu qui sont décourageants. Oui. Quand vous regardez, par exemple, les gens qui ont les 200, 500 likes, 2000 likes, 5000 likes, avec des republications en cascade. La vraie question, en fait, c'est de savoir où opère la magie. C'est sur ces chiffres-ci que vous devez vous baser. Est-ce que vous ramenez les gens sur votre espace personnel, votre espace propre, sur le digital, votre espace qui vous appartient, où vous avez le contrôle de leur proposer quelque chose, je vais dire ça comment, vos offres, en fait. Oui. Donc, une chose aussi est sûre, c'est que l'autre mesure, par exemple, comme vous êtes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Link, Insta et tout, c'est les contacts dans votre messagerie. Combien de personnes vous écrivent directement pour vous demander quelque chose? Je dis que ce n'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas l'énergie et le temps à consacrer à la création de contenu, vous devez avoir suffisamment d'argent pour payer de la publicité. Parce que la publicité permet d'automatiser un certain nombre de choses et de réduire les efforts de création de contenu et de très rapidement mettre des gens face à votre contenu, de sorte que vous les entraînez dans votre entonnoir. On va parler des entonnoirs tout à l'heure. Ce qui fait que si vous arrêtez de payer la publicité, vous perdez l'attraction. Contrairement au contenu, une fois que vous l'avez créé, continuez à travailler et à produire. Okay. Mais maintenant, il suffit d'avoir un contenu qui vit dans le temps, okay, qui ne se périme pas. Parce que si vous traitez toujours de l'actualité, à partir du moment où l'actualité est passée, personne ne cherchera plus ce contenu et personne ne vous trouvera plus. Donc, première chose, j'avais dit, il faut connaître vos consommateurs, il faut connaître vos clients. C'est-à-dire, vous avez identifié un besoin. Vous avez un produit parce que vous avez une compétence et vous basez ce produit sur votre compétence. Donc, la plupart des gens ici sont des gens du web, puisqu'on est dans une communauté no-code, dans le digital, dans la programmation, le design graphique, design d'interface. À la base, vous avez une compétence. Et c'est cette compétence-là que vous créez votre produit, votre service. Mais créer un produit, un service, c'est bien, mais il faut que ce soit intégré à une offre. On va y arriver. Donc, première chose, est-ce que vous connaissez vos clients? Donc, je mets ce lien-ci déjà dans la conversation qui porte sur le design de proposition de valeur. Pourquoi? Parce que la proposition de valeur est ce que vous dites aux gens pour qu'ils vous choisissent par rapport à vos concurrents.
Vous comprenez un peu l'affaire. Oui, oui. Qu'est-ce qui va faire que je vais préférer travailler avec Godwin plutôt qu'avec Henry? Quel est le critère de différenciation? Qu'est-ce qui m'a plu chez l'autre? Chez l'un qui m'a déplu chez l'autre. Et généralement, le prix sera accessoire. Même si je l'ai dit plus tôt, le prix, c'est vraiment un élément de différenciation sur le marché de positionnement. Moi, par exemple, ça fait 15 ans que je suis là. Je ne peux plus travailler au tarif d'un débutant. Oui. Nous sommes d'accord. Puisque j'ai plus d'expérience, j'ai plus de bagages, j'ai plus de choses à apporter. J'ai plus de valeur à apporter à mon client. Donc, du coup, il faut qu'il puisse le ressentir dans ma façon de parler. Pour moi, LinkedIn, ce n'est pas tellement pour la génération de prospects, mais c'est juste pour bâtir ce qu'on appelle le leadership d'opinion. Pour dire, quand on parle de branding, oui, on cite Henry, il est crédible. Donc, chacun doit trouver le canal où il traîne le plus d'intérêt. Moi, je me suis focalisé sur LinkedIn pour des problèmes personnels par rapport à Facebook. Et j'essaie encore de décoder l'algorithme pour que ce soit efficace pour moi, notamment pour drainer les gens vers mes offres sur mon site Internet. Ok. Donc, l'avantage de LinkedIn, c'est que je touche des gens qui ont la capacité de payer mes services, contrairement à Facebook, où je touchais les gens de 3e niveau. Donc, quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut me payer. Et vous voyez, ça prend trop de temps pour arriver à mon portefeuille. Connaître le client, c'est mettre en place son profil. OK? Et il y a un outil que je vous ai présenté tout à l'heure qui est le canvas du design de proposition de valeur. Les choses à connaître, c'est qu'est-ce que le client essaie de faire, ce qu'on appelle les jobs to be done, qu'est-ce qu'il veut pouvoir faire, quelles sont les douleurs que ça lui crée, quelle est la joie que ça lui apporte une fois qu'il a réussi à le faire. OK? Cet article-ci, je vais le mettre aussi dans les commentaires pour qu'on aille vite. Ça vous permet déjà de savoir exactement ce que votre client essaye de faire. Je prends souvent cet exemple qui est très incomplet. Quand un client vient vous voir pour acheter une perceuse, ça c'est un exemple qu'on prend très souvent dans les séminaires de vente. En fait, c'est pas la perceuse qu'il achète. Il achète un trou dans le mur. Ce qu'on va toujours vous expliquer dans les séminaires. Mais sauf qu'avec cet outil, on va un peu plus loin. Le gars n'achète pas un trou dans le mur. Pourquoi il a besoin d'un trou dans le mur? Pour accrocher une distinction, pour accrocher un souvenir de famille. Pourquoi accrocher cette distinction? Parce que ça va lui apporter ceci. Pourquoi cocher ce souvenir de famille? Parce que ça va lui apporter ceci. Donc, en fait, il faut aller un peu plus loin sur ce qu'on appelle généralement les motivations cachées. Une fois que vous les connaissez, vous pouvez être un peu plus précis dans votre approche client. Je prends un exemple simple. Pendant longtemps, on a vendu des sites web, on a vendu des logos, après on a commencé à vendre de la stratégie de marque. Mais ce n'était pas très efficace parce que on ne disait pas assez à nos clients à quoi va leur servir une stratégie de marque. Qu'est-ce que ça va apporter à leur business? Tu comprends un peu? Je comprends très bien. Donc, du coup, voilà, je fais une petite série sur comment faire l'acquisition client. Ça attire ton attention, ça attire l'attention d'un certain nombre de choses parce qu'à la fin, toute personne qui a un business veut un client. Ça s'appelle l'effet Barnum. Quand je parle, tu as l'impression que je m'adresse à toi, que je connais pleinement ton problème parce que oui, je suis passé par là, oui, c'est la même difficulté que j'ai. Je te dis comment tu peux y arriver. Et sans te parler de branding, je t'emmène à comprendre que tu as un problème de client. Et quand on va avancer dans la discussion, te dire qu'en réalité, tu n'as pas assez de clients parce que tu n'as pas assez bien travaillé ta marque. Ta stratégie de marque n'est pas bonne, ton identité visuelle est à chier, ta messagerie de marque est inexistante. Alors, commençons par exemple par une mini-session découverte qui est à mon niveau, moi, mon produit d'appel. Donc, tu vois que j'ai commencé par un problème qui est interne, qui n'a rien à voir à la base ou de prime abord avec le branding, mais je t'emmène vers ma core offre. Tu vois un peu? Donc, quand vous créez le contenu, vous devez vous focaliser sur les problèmes de vos clients. Et tous les clients ne sont pas conscients d'avoir un problème. C'est pour cela que le meilleur contenu qui fonctionne, c'est-à-dire à 85% des cas, c'est le contenu que la plupart des gens consomment. C'est le contenu éducatif. J'ai lu par exemple des retours sur le site de Friend of No Code pour dire « Oui, vos formations m'ont apporté beaucoup, vos formations m'ont fait ceci. » Mais parce qu'à la base, les gars, par exemple, ils ont eu de mauvaises expériences avec un développeur qui a livré en retard, avec un designer qui n'a pas fait exactement ce qu'il voulait. Et ils ont eu des outils qui leur ont permis de tuer cette douleur-là, de résoudre leurs problèmes et d'être au contrôle.
Donc, une fois que vous connaissez votre client, vous commencez à décomposer votre produit. Qu'est-ce que j'apporte à mon client? Il a besoin de faire quoi? Est-ce que mon produit lui permet de le faire? À quel niveau? Est-ce que c'est un painkiller? Ou bien c'est des vitamines, des choses qui vont lui faire se sentir bien? Ou c'est des choses qui vont tuer une douleur? Et les gens qui en ont déjà en veulent plus, donc ils vont ressentir plus de joie. Et les gens qui ressentent une douleur veulent soulager cette douleur, donc vous devez aussi proposer des antidouleurs. Pour cet article, je mets le lien. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre que votre produit ne doit pas simplement être « je fais des logos ». Avoir un bon logo va résoudre quel problème pour votre client? Est-ce que ça va rapporter de la clientèle? Est-ce que ça va lui permettre de se distinguer de sa concurrence sur le marché? Est-ce que ça va donner aux gens l'impression qu'il vaut mieux que les autres? Voilà. Donc, l'idée, une fois que tu as réussi à créer ton profil client comme il se doit et à créer ta carte de valeur comme il se doit, c'est de trouver l'adéquation dans l'endroit où la carte de valeur répond aux besoins. OK, donc on va rapidement parler de ces 4 points dans ce schéma, très rapidement. Donc, les clients désirent et attendent beaucoup des produits et services, mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas tout avoir. Concentrez-vous sur les gains qui importent le plus aux clients et faites la différence. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes pour tous vos clients. Moi, j'ai choisi de résoudre le problème de branding. Mais le problème de branding englobe toute la société. Ce qui fait que moi, ça me permet de travailler le plus longtemps possible. Et plus je résous des problèmes compliqués, mieux le client me paye, plus il me paye et plus longtemps on reste de travailler ensemble. C'est ça l'avantage d'avoir créé une bonne offre. OK? Les clients ont beaucoup de douleurs. Donc ici, les douleurs. Les clients ont beaucoup de douleurs. Aucune organisation ne peut réservoir toutes les aborder. Concentrez-vous sur les douleurs les plus importantes et insuffisamment traitées, notamment par vos concurrents. OK? Moi, j'ai d'aller au fond des choses pour dire au client, OK, tu as un souci parce que tu manques de clarté sur ce que tu apportes, sur ce que tu représentes. Tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Quand on te pose, on te dit, OK, oui, tu es là seulement pour l'argent. Moi, je ne suis pas là pour les gens qui sont là pour l'argent uniquement, etc., etc., etc. Donc, et en 3, êtes-vous en train de répondre aux besoins essentiels des clients? En 4, adressez-vous aux douleurs extrêmes des clients. Donc, vraiment, les douleurs extrêmes. Parce que plus ça fait mal, plus il veut s'en débarrasser. Tout à l'heure, sur LinkedIn, je suis tombé sur une bonne illustration de Pierre Hurlbel. C'est un Français qui écrit plus en anglais qu'en français, où il a dit « Soyez le gars qui est dans le désert en train de vendre de l'eau. » Quelqu'un qui est dans le désert, qui a soif, qui est là depuis 2 heures, il tourne, il a soif, il veut boire de l'eau. Vous lui donnez une bouteille d'eau, vous lui dites « Ça coûte telle somme. » Il ne va pas chercher à savoir quelle marque d'eau c'est. Il ne va pas chercher à savoir si c'est vraiment de l'eau dans la bouteille. Il va d'abord l'acheter parce qu'il est sûr que ça va étancher sa soif. Et vous pouvez le faire si vous avez connu les douleurs extrêmes de vos clients. Donc, la première chose quand vous faites votre recherche, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le plus mal à vos clients et combien est-ce qu'ils sont prêts à payer pour que la douleur disparaisse. C'est ça, trouver l'adéquation. Wow. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc commencer à structurer votre offre parce que votre offre ne vaut pas la même chose pour tout le monde. Moi, au départ, avant que je commence à suivre mon coaching en vente, qui est fait par mon épouse parce qu'elle est spécialiste en vente, spécialiste en distribution, donc je me suis attaché à ses services en tant que coach en vente parce que j'ai vu ce qu'elle a fait pour de grandes entreprises ici. Je me suis dit, attends, je ne peux pas avoir mon business, ma femme fait faire du fric aux gens et elle ne m'en fait pas faire. Vous voyez un peu l'affaire. Donc, à l'époque, j'avais cette tendance-là. Quand un client m'appelait, je disais, si vous n'avez pas 1500 €, raccrochez. Wow. C'était du suicide commercial. Wow. Mais ça a permis quand même de bâtir une certaine réputation pour dire le mec, si tu n'as pas 1500 € ne te dérange pas. Donc, ça m'a donné un certain positionnement. OK, mais ce n'était pas très efficace en termes de vente. Tu vois un peu l'affaire. Ouais, je vois un peu. Donc, du coup, grâce à cet outil qu'on appelle la value ladder, attendez, je vous la mets dans les commentaires. Voilà, j'ai mis l'adéquation déjà. Bon, Rick veut savoir, avec l'avènement de l'IA dans la capacité de copywriting avec le contenu de qualité, comment se démarquer avec la rédaction de contenu qui est devenu plus facile. OK, on va y arriver. Ça fait partie des questions que Godwin avait prévues. Je crois, non, tu avais prévu des questions sur l'IA. Oui. Oui, voilà, on va y arriver, Rick. Donc, reste connecté.
Finalement, je prends beaucoup de temps pour expliquer tout ça. OK, donc le principe de fonctionnement de la Value Leader, il y a une vidéo en anglais. Friend of No Code, c'est en anglais, donc tout le monde forcément pourrait s'en sortir. Oui, oui. OK? Nous Voilà. comprendre anglais. Donc, je viens sur l'illustration ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous résolvez un petit problème pour un client. Généralement, moi, je commence par quelque chose qui est gratuit. Comme vous arrivez sur mon site, je vous propose par exemple un audit de site web, un audit de marque gratuit. C'est une sorte de quiz, vous avez un certain nombre de points, je vous dis voilà ce que veut votre marque. Ça peut être un e-book, comme dans mon autre tunnel, ok? C'est gratuit. Et ensuite, je vous dis, ok, j'ai un bouquin qui coûte, disons, 20 euros. Ça peut vous aider en tant que freelance ou en tant que propriétaire d'entreprise à mieux structurer un certain nombre de choses. Ok? C'est ce qu'on appelle généralement l'APA. Ensuite, j'ai mon offre front-end, qui est vraiment mon offre entrée de gamme. Ok, mon produit d'appel, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, le produit d'appel, qui vaut 500 euros, qui est une mini-session découverte, parce que vous avez lu mes contenus gratuitement, vous avez testé certains de mes conseils, ils ont fonctionné, vous avez téléchargé un e-book qui vous a aidé, vous avez payé un service à 20 euros et vous vous êtes rendu compte que 20 euros, c'est même petit pour le livre que vous avez payé parce que ça vous a apporté tellement de valeur. Vous voyez, l'idée, c'est de vous faire dépenser le premier dollar. Une fois que vous avez dépensé le premier dollar, vous pouvez dépenser le deuxième. Surtout si en dépensant le premier dollar, vous avez l'impression d'avoir gagné plus que vous n'avez dépensé. Wow. Et là, maintenant, vous arrivez dans mon appel, mon offre entrée de gamme, qui est la mini-session découverte, qui va vous donner tellement de valeur pour ce que vous avez payé, que vous dites, attends, mais ce mec, il est dingue ou quoi? Mais vous m'aurez déjà donné environ 520 ou 540 euros pour que maintenant, je vous amène à l'étape suivante qui coûte dans les 2500 euros par là. Et au fur et à mesure, vous pouvez vous retrouver en 2 ans, 3 ans, 4 ans avec moi, en termes de lifetime value, entre 25 000 et 30 000 euros. Wow. Mais vous allez donner par petits bouts de 500 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Or, si je viens avec un devis pour vous dire, OK, ça va faire 35 000 euros, personne ne va me payer ça. Mais parce que j'ai conçu mon offre pour accompagner mon client au fur et à mesure que je lui délivre de la valeur. Parce que plus je délivre de la valeur, plus je réduis la douleur, plus il est à même de me payer. Parce que ça réduit la douleur, à la limite, ça la fait disparaître. Si je réussis à faire disparaître, alors je suis dans le bingo. Là, il me donne beaucoup d'argent parce que je lui ai résolu un super gros problème. Ouais. Et à chacune de ces étapes, vous devez avoir un contenu qui amène votre client vers là. Voilà pourquoi on crée du contenu. On ne crée pas du contenu parce que ça fait plaisir de créer du contenu. On fait du contenu pour accompagner le client dans cette échelle-ci. Je vois. Sans vous couper, pour ceux qui ont des questions, patientez. Normalement, lorsque Henri aura fini sa présentation, on aura quelques questions à lui poser directement. Donc, si vous avez une question, veuillez les garder au chaud. Et puis, dès qu'on a fini avec cette présentation, vous pourrez les poser. OK. Concernant donc le type de contenu que vous devez créer pour accompagner votre client dans votre échelle, parce que l'échelle correspond aussi à un entonnoir. OK, prise de conscience. Le gars est en train de découvrir qu'il a un problème. OK, donc c'est campagne de marketing, études de consommation, événements, publicité, salons pro, les blogs, les webinaires, publipostage, campagne virale, médias sociaux, recherche, mention dans les médias, etc. Parce que plus aussi vous avez une certaine notoriété, parce que moi, c'est parce que je crée du contenu qui apporte de la valeur aux gens. Les gens l'utilisent et reviennent avec des commentaires pour dire, regarde, ça fait 6 ans que je te lis, franchement, tu as changé mon business. Mais le mec ne m'a pas donné un franc. Donc, pendant 6 ans, j'ai aidé son business sans qu'il me donne un franc. Wow. Du coup, s'il a de l'argent à donner à quelqu'un pour quelque chose, pourquoi ce ne serait pas moi, en premier lieu? Ouais, c'est vrai. Okay. Voilà. Dans la phase d'intérêt, engagement et introduction, positionnement, email, contenu ciblé, cours, newsletter, etc., quand il commence à considérer, donc à évaluer, informations sur les produits et promotions, campagnes. Donc, vous voyez que vos contenus correspondent au moment où votre client est plus à l'aise avec vous. Parce que le contenu, en réalité, permet de baisser la méfiance et augmenter la confiance. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans cette création de contenu, dans ces éléments-là, il faut que plus il avance, plus il y ait de la valeur, plus vous réduisez sa douleur. OK, je ne vais pas finir d'expliquer tout ceci. Vous avez déjà les liens. Tout est sur mon blog et c'est gratuit. OK, donc pour qu'on soit efficace, on est déjà à 30. J'ouvre pour les questions. En tout cas, merci beaucoup.
C'est c'est vraiment une masterclass. Donc, Luc et One, Oui, mais il y avait la question de Rick au départ sur l'intelligence artificielle. Si on peut prendre dans l'ordre, ce sera bien. ok, en même temps, reformuler la question, c'est aujourd'hui, avec l'apparition de ChatGPT et plein d'autres IA qui permettent de créer du contenu assez rapidement. Et très souvent, le contenu généré par une IA, on sait, quand tu lis, tu sais que bon, ça c'est un peu, c'est pas tellement personnalisé, c'est plus du contenu informatif général et ainsi de suite. Euh, Selon vous qui êtes un expert de la création de contenu, est-ce que ça peut réellement avoir un impact? Parce que si tout le monde crée du contenu pêle-mêle comme ça avec ChatGPT, on aura du contenu en abondance sur les différents canaux, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir en tout cas se démarquer de tous ces contenus qui sont générés là? OK. Déjà, avec l'avènement de marketing de contenu et le travail de sensibilisation, de promotion que HubSpot a fait, il y a beaucoup de contenu de merde. Voilà. OK. Des contenus de mauvaise qualité, ça existe déjà, même avant ChatGPT. OK. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Google a un algorithme qui permet quand même de détecter le bullshit et l'intérêt des gens. Donc, vous allez peut-être manipuler, mais les gens vont arriver, vont pas trouver ce qu'ils veulent, ils vont revenir vers la page d'accueil et le contenu qui aura reçu le plus de clics va remonter. Ça, c'est au niveau des moteurs de recherche. Maintenant, l'intelligence artificielle conversationnelle comme générative, comme celle de ChatGPT, en réalité, c'est une aide à l'écriture. Quand, par exemple, j'utilise le correcteur automatique de mon clavier ou bien sur Word ou bien sur Google Docs, c'est l'intelligence artificielle qui m'aide à écrire mieux. Maintenant, dans mon livre qui sort bientôt sur la création de sites web avec des outils no-code, ok, j'ai créé pratiquement tout le contenu du site virtuel avec ChatGPT. Mais maintenant, il faut savoir quoi lui demander, les prompts que tu vas utiliser et savoir repérer où il a oublié quelque chose. Je prends par exemple l'exemple. Si vous regardez la page d'accueil, par exemple, de mon site web, elle a été conçue avec le framework StoryBrand. Donc, le StoryBrand framework de Donald Miller dans Building a StoryBrand. Okay? C'est la méthode que j'ai utilisée pour rédiger le contenu de cette page d'accueil. OK? Donc, vous allez remarquer que si vous avez même sur son site, vous avez des éléments qui vont revenir. OK. Ça, c'est un contenu que je n'ai pas fait avec l'IA. OK? Ça, c'est purement, purement humain. Mais je demande par exemple à ChatGPT, ChatGPT, je suis une entreprise qui fait dans ceci, je suis dans ça. Actuellement, mon application fait dans ceci, je suis dans tel pays, je vise tel marché. Est-ce que avec le StoryBrand Framework de Donald Miller, tu peux me rédiger ma page d'accueil? Et ChatGPT produit le truc. Et je me rends compte qu'il manque par exemple une section qui concerne par exemple l'agitation. Donc, comment on fait pour agiter la douleur, par exemple, pour le client. OK. Je lui dis, OK, quels sont en 6 points les risques que la personne court si elle n'utilise pas mon produit? Et il me produit quelque chose. Et maintenant, moi, en fonction de ça, je peux améliorer. Donc, si je prends simplement les réponses de ChatGPT, je les plaque, elles vont manquer d'efficacité, elles vont manquer d'émotion et de connexion. Ce sera très mécanique. Ça permet de gagner du temps et d'avoir vraiment un guideline, okay, sur ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Et maintenant, c'est ton talent derrière qui va faire la différence. Donc, ceux qui vont utiliser ce genre d'outils vont se retrouver dans la même niche en train de dire les mêmes choses et vont se demander qui a copié qui. OK. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il peut avoir des séances comme ça avec moi. Man, je coûte cher. Mon heure, c'est 500 €. Donc, mais j'ai quand même écrit un livre. Hein, vous pourrez avoir en soft cover. Ah, je n'ai pas pris, il y a le PDF. Attendez, je cherche le PDF. Hein. Le PDF, il coûte beaucoup moins cher et vous l'avez directement. Mais bon, je suis en train de prévoir quand même des accompagnements, hein, mais dans une communauté qui devait avoir vu le jour il y a 3 ans, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je vais me mentir comme je veux. Je n'ai pas le temps. Okay. Voilà. Comment réaliser la recherche sur les clients pour une niche précise en vue de mieux les connaître? De manière pratique, comment peut-on procéder étape par étape pour identifier les besoins du client, leurs attentes, leurs douleurs, leurs frustrations? Ah, ça c'est une belle question.
Mais il y a quelqu'un qui avait levé le doigt, la main avant. Oui, oui. Il y a Mouké. Ok, bon, qui écrit dans le chat, ce sera plus facile. Voilà. Je pense que c'est mieux d'écrire dans le chat, c'est plus facile de prendre les questions dans le chat et puis ça va nous permettre de faire. Bon, voilà. Donc, c'est comme avec l'IA, en fait, je reviens un peu dessus, c'est comme avec les outils no-code. Hein. Tout le monde est devenu designer web, mais ça n'empêche pas à ceux qui n'ont pas la connaissance de base de faire des sites de merde. Ouais, Il faut avoir la compétence à la base. Si tu l'as pas, c'est peine perdue, quoi. okay. Donc, on va savoir que tu bricoles. Okay. Alors, comment faire une recherche pour connaître les points de douleur des clients? Généralement, il faut demander. Moi, j'ai des questionnaires où, quand je veux offrir quelque chose gratuitement à quelqu'un, je lui pose une question. Quel est ton obstacle numéro 1 pour arriver au résultat que tu veux dans ton business? Ok, c'est comme ça que moi, généralement, je perçois les informations. Donc, je demande. Mais pour ça, il faut avoir un site web où tu as un questionnaire qui le fait, ou tout simplement, tu publies sur les réseaux sociaux et tu envoies les gens vers un Google Form. Mais derrière, il faut qu'ils gagnent quelque chose. Il ne faut pas vous donner ces informations-là gratuitement. Il faut qu'ils sentent que ce que vous leur donnez derrière vaut plus que les informations qu'ils vont vous lâcher. Okay. Il faut toujours que le client ait l'impression de gagner. Et ça doit aller aussi au-delà de l'impression, ça doit être véritablement qu'il gagne. N'offrez pas des services gratuits. Je viens de voir ça là. On n'offre pas des services gratuits. On peut offrir des produits gratuits, quelque chose sur lequel on a passé 1 minute ou 1 semaine à produire, mais sur laquelle on ne va pas revenir. Parce que s'il faut offrir un service gratuit sur lequel il faut prendre du temps, mettre de l'intellect pour servir quelqu'un, c'est un très mauvais calcul. Ok, moi je peux offrir un cours gratuit parce que là j'ai été enregistré, je peux offrir un e-book parce que là j'ai été écrit, je peux offrir un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas gratuit, il faut toujours que ce soit en échange d'une information, quelque chose qui me permet de mieux connaître ma cible, de mieux savoir comment est-ce que je vais lui faire cracher de l'argent devant. Rien ne doit être gratuit en réalité. Ouais. Produire du contenu que les gens vont consommer gratuitement. Moi par exemple, je paye Kinsta, je suis à quoi, $115 par mois sur l'hébergement seulement. Ok, pour que les gens aient accès gratuitement à mes contenus. Mais ce que je récupère derrière comme information me permet de mieux connaître mon marché. Parce qu'il y a la data aussi. Quand quelqu'un interagit sur votre post sur les réseaux sociaux, allez dans la partie statistique. Regardez les postes que les gens occupent, les sociétés dans lesquelles ils travaillent, quelles sont les zones géographiques. Et si quelqu'un regarde votre profil, vous pouvez le contacter. Je viens de voir que vous avez checké mon profil. Est-ce que je peux vous aider en quelque chose? C'est ça l'avantage de LinkedIn par rapport aux autres plateformes. Et là, vous avez l'occasion de lui poser un problème, de lui poser une question et il peut vous présenter son problème. Ouais. Et avec l'expérience aussi, en travaillant avec des clients, en posant des questions sur une bonne démarche, un bon process, comme c'est le cas chez nous, où on veut vraiment connaître quel est le problème du client. Alors, avec le temps, il y a des tendances qui se dessinent pour dire les PME ou les grandes entreprises ou ceci rencontrent telle difficulté quand ils veulent faire telle chose. Vous voyez un peu l'affaire. Donc, c'est itératif, rien n'est figé. Quelqu'un m'a parlé de comment rediriger les prospects vers ses articles ou son site ou son blog sans publicité payante en payant passant par les réseaux sociaux. Allez regarder mon profil LinkedIn, c'est ce que je passe mon temps à faire. Je ne fais que ça quand je rediriger quelqu'un vers un lien. Ok, je rajoute tout simplement le lien en bas. Je tag mon business et je mets un lien en bas pour dire voilà, découvrir mes sons. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est un appel à l'action. Mais derrière, il faut que je procure suffisamment de valeur, que je suscite suffisamment de curiosité et que je le pousse à en vouloir plus. Ok. Si par exemple, je mettais le prix ici directement que c'est 500 €, il n'a pas 500 € à donner tout de suite, il ne va pas cliquer. Ouais. Or, s'il clique, par exemple, il arrive sur une page qui va lui dire, man, c'est 500 €. Il dit, gars, tu me demandes 500 € pourquoi? Ça va m'apporter quoi? Ok. Et là, j'ai l'occasion d'aller un peu plus. Vous voyez, il n'y a pas de notification. Il n'y a pas de message. C'est un endroit pleinement contrôlé où il est concentré sur mon contenu, où je peux lui dire des choses. Oui. Donc, actuellement, je suis en train d'enregistrer une vidéo où je vais lui expliquer l'intérêt de prendre ce produit. Vous voyez un peu? Je vois un peu. Maintenant, je vais lui dire, OK, en réalité, si tu veux travailler avec moi au tarif normal, c'est dans les 7500, 1500 € par jour. Et ça dure 2 jours. Wow. Maintenant, j'ai pensé que tout le monde n'a pas ces moyens-là. C'est le cas, on a facturé ça déjà plusieurs fois des clients. Wow. Mais c'est des entreprises déjà établies. Et là, on te dit que non, on a trouvé quand même une solution qui n'est pas aussi complète que ce qu'on pourrait faire avec toi, mais elle coûte
500 euros. Vous voyez qu'on quitte de 7500 euros la journée à 1500 euros la journée en moyenne à 500 euros. Ça, c'est une technique de tarification qui s'appelle le price anchoring. C'est Blair Enns qui enseigne ça dans Pricing Creativity. OK, où quelqu'un se dit que 7500 euros, ce n'est pas pour moi. Il se rend compte que, mais 500 euros, tu peux quand même faire l'effort. Oui. Mais vous voyez, je l'ai emmené de LinkedIn en lui disant, on parle de tarifs, vous pouvez travailler avec moi, où je réduis les prix, ça ne marche pas, ceci, ceci. Donc, je le mets un peu dans un contexte et je l'entraîne ensuite vers une page où j'ai mon offre d'appel. Mon produit d'appel, pas mon offre. Vous voyez un peu? Je vois. Mais pour ça, il doit y avoir passé toutes ces étapes à l'avance. C'est pas quand j'ai fait ce post LinkedIn que j'ai commencé à réfléchir que, OK, je vais mettre le lien, la page, je vais écrire quoi dessus, qu'est-ce que je veux même vendre. Non, tout est clair dans ma tête parce que j'ai la value ladder. Toutes ces étapes-là sont pensées, c'est clair dans ma tête. Ça a été déjà rédigé, les contenus pour ça sont déjà prêts. Quand quelqu'un s'intéresse à mes produits, par exemple, de design de logo et tout, je l'amène ici. Pour dire, voilà les services de logo, la stratégie, si vous en savoir plus, si on en savoir plus sur les densités visuelles et les logos, c'est là. Comment ça fonctionne. Et là, je mets des appels à l'action beaucoup plus directs. Appelez-nous ou écrivez-nous. Vous voyez un peu l'affaire? Oui. Donc, toutes les étapes, en fonction du niveau de conscience ou de maturité du prospect, ont été prévues. Ça existe. Donc, quelqu'un a un besoin, je sais que voilà le genre de contenu que je peux écrire pour le rediriger vers là. Ok. L'appel se termine dans quelques secondes. Ok, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Ma question, c'est, disons que j'ai un blog, un site, mais ça parle de design, il n'y a pas d'intérêt pour le client. Il n'y a pas? Il n'y a pas d'intérêt pour le client. Donc, c'est plus pour les designers, je pense, donc juste la communauté. Donc, comment rediriger donc les designers de Facebook, LinkedIn et tout, pour les ramener sur le site? Mais déjà, vous les ramenez sur le site pour qu'ils disent quoi? Ils apprennent, pour qu'ils découvrent, qu'ils comprennent. Bon, là, c'est des articles éducatifs que tu as écoutés. S'il vous plaît. Lorsque tu discutes avec un client, tu vois ce que j'ai fait tout à l'heure dans le chat ici. J'ai partagé les liens. OK? Quand tu discutes avec un client et qu'il a du mal à comprendre, tu dis, OK, je te propose de lire cet article qui est un peu plus détaillé. Une fois que tu auras fini, tu me poses des questions. Et voilà comment tu le ramènes vers ton site. Pareil pour les discussions, les forums, sur les réseaux sociaux, sur ton mur et tout. C'est la même technique. Tu poses le lien, les gens vont cliquer. Pour ceux que ça intéresse. Parce que je pensais plus aux stratégies de marketing digital où on proposait de participer au blog, au forum et tout. Mais j'ai essayé et puis je n'arrive pas à ramener assez de prospects vers le site. Oui, mais le site, c'est pour les gens généralement qui vont faire une recherche sur les moteurs de recherche, OK, et qui vont tomber sur ton article. Sur les réseaux sociaux, tu peux chercher à entrer directement en contact avec les gens qui ont un intérêt. Donc, tu peux dire, contactez-moi en message privé pour en savoir plus, ou tu vas directement sur la boîte de la personne, parce que vous avez déjà eu une première interaction, donc c'est pas un inconnu que tu vas arriver dans sa boîte, OK, dans son DM. Et tu peux donc lui parler et essayer d'en savoir plus sur son problème. Et puis voilà, parce que l'erreur aussi que nous on commet en tant que fournisseur de services, c'est toujours attendre que le client nous contacte. Le simple fait, par exemple, que quelqu'un arrive sur ton profil, ça montre un intérêt. OK, donc c'est à toi de savoir comment tu rebondis là-dessus pour créer une conversation. Tu vois un peu l'affaire? OK. Donc, Oui, je vois. on va passer à une autre question. Est-ce qu'on a pu répondre à la préoccupation de OK, Ouais, c'est bon. OK, super. J'ai d'autres questions, mais je vais laisser les autres d'abord. OK, super. Emmanuela, est-ce que tu peux ramener les autres questions dans le précédent call, dans le chat, pour qu'on puisse revoir les questions? En attendant, on a une question dans le chat. Quel outil utilisez-vous pour analyser vos données? OK, tout à l'heure, j'ai parlé de Google de Jetpack sur WordPress. OK, ça me permet d'avoir des stats. Hein. C'est très vague, c'est pas très précis.
mais au moins j'ai une idée de comment mon contenu se comporte, d'où viennent les gens, dans quel pays. Vous voyez qu'il y a plus de gens en France qu'au Cameroun. Et j'écris uniquement en français. Donc, du coup, il y a certaines parties du monde qui ne sont pas couvertes. Ça me va, c'est un choix, c'est un positionnement et je l'assume. Les gens, sur quoi ils ont cliqué, vers où ils vont, voilà. C'est très léger. Et ensuite, j'ai Google Analytics. Bon, je n'ai pas encore fait de configurer Google Analytics 4, donc forcément, il y aura des notifs ici. Donc, voilà, je n'ai pas encore fait de configurer. Mais en fait, j'utilise aussi Google Analytics, Google Search Console, OK, pour avoir des stats. Et maintenant, pour les réseaux sociaux, LinkedIn a sa propre, je veux dire, ça commence, ses propres données. OK, comme ça, là, c'est des statistiques. Hein. OK, et puis voilà, il me propose de voir les statistiques. Donc, c'est tellement facile d'avoir accès aux données. OK, donc voilà. Il y a une question. Donc, et là, je peux voir que les graphistes intéressés, les fondateurs, les cofondateurs. Et moi, voilà en fait les profils qui m'intéressent. OK, fondateur, cofondateur, PDG, responsable. C'est des gens à qui je veux parler. Ils ne sont pas nombreux, mais s'ils sont là, ça veut dire que je touche ma cible. Okay. Ne vous fiez pas à la quantité, fiez-vous à la qualité. OK? Voilà, oui. On a une question qui est assez intéressante. Il y a ISM Learning qui demande, c'est quoi un contenu de mauvaise qualité? Un contenu de mauvaise qualité, c'est un contenu qui fait perdre du temps aux gens. Où j'ai l'impression que j'ai lu quelque chose, mais j'ai rien appris. Tu m'as perdu mon temps, tu es un connard, je t'un friend. Ou tu as vendu quelque chose avec ton accroche, mais au fur et à mesure que je lis, je me rends compte qu'en fait, tu me mènes en bateau, tu ne veux pas me dire exactement ce que moi je veux savoir. Du coup, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire de comment réaliser la recherche sur les clients. Excusez-moi, vous avez les enfants là. Un moment, s'il vous plaît. Ok, donc les gars, on continue de poser les questions dans le chat. Voilà, un maximum de questions. C'est vrai que ça fait du bien de bosser avec les enfants à la maison, mais parfois ils sont genre. Oui. Ouais, c'est pas facile quand même. Donc, déjà, si vous nous suivez, pour ceux qui nous suivent, mettez. Mais j'ai déjà posé la question. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit poser les questions, demander aux gens. Maintenant, la niche précise, si c'est l'industrie, cherchez des magazines qui parlent de l'industrie. Qui sont vos clients? De quoi ils parlent? Où est-ce qu'on les interviewe? OK. Quelles sont les réponses qu'ils donnent dans les magazines? Okay. Cherchez les magazines spécialisés, cherchez les sites spécialisés, cherchez les forums spécialisés. Et une autre technique aussi que j'ai appris de Sabrina Subi, c'est que vous cherchez des livres business, par exemple, qui ont été écrits dans ce domaine-là et vous regardez les commentaires, les avis des clients et vous cherchez les avis les plus négatifs. Parce que les avis les plus négatifs vont dire aux gens, j'attendais de trouver telle réponse dans le livre, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est une idée de contenu pour vous, par exemple. Oui. C'est-à-dire, lors d'un rendez-vous, par exemple, avec un client, c'est-à-dire que vous avez peut-être suivi toutes les étapes, la personne, elle est arrivée dans votre entonnoir, elle a suivi toutes les étapes et vous l'avez dans un call, par exemple. Un prospect dans un call de découverte. Il y a une question dans le chat qui demande sur quoi il faudrait s'appuyer pour convertir en fait ce prospect-là. Oui, déjà, ce que je cherche à savoir, c'est son problème de fond. Hein. Mais il aura déjà répondu dans le questionnaire et c'est sur là que moi je vais embrayer pour lui dire, OK, tu m'as dit que ton obstacle numéro 1, c'était telle chose. OK, qu'est-ce que tu as déjà fait pour résoudre le problème? Pourquoi ton avis, ça n'a pas fonctionné? Par exemple, hein, c'est des scripts, mais je n'aime pas trop. Je préfère être un peu plus honnête et authentique. Oui. OK, je vais lui dire, OK, pose-moi ton problème de la manière la plus honnête possible. Parce que j'ai des solutions et il est possible qu'aucune de mes solutions ne convienne à ton problème. Mais si tu me le présentes de façon suffisamment claire, je saurai comment t'orienter. Oui, il faut sincèrement s'intéresser au client et à son problème. OK, moi, la dernière fois, le client m'a contacté parce que mon employeur sait seulement, tu vas en savoir plus sur la mini-session découverte. Donc, je l'ai embrayé directement là-dessus et pas chercher à savoir si ça va lui correspondre ou pas. Ça l'a un peu choqué, mais je lui ai dit non. Ouais. Le call to action était clair, en savoir plus sur la mini-session découverte. Donc, ce n'est que de ça qu'on va parler. Mais maintenant, il a trouvé tellement de valeur dans l'échange qu'on a eu. Il ne pouvait pas me payer. Mais derrière, il m'a envoyé un transfert d'argent de 10 000 pour me dire, gars, pour le temps.
Mais parce qu'il a compris que je voulais vraiment l'aider. Ok, je ne lui ai pas demandé cet argent, mais il me l'a donné. Ok. Ok. Wow, wow, wow. Donc, cherchez vraiment à aider votre client, ne cherchez pas à vendre votre produit. Cherchez d'abord à l'aider. Et maintenant, si votre solution correspond pour résoudre son problème, proposez-la lui. Ok. Trois minutes Non, questions. les clients, c'est une question très intéressante. D'accord. Il y a des clients qui viennent avec l'intention de gratter. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. Désolé, je viens juste à peine d'intégrer la plateforme. Donc là, je vois que je suis en retard, puisqu'on vient de me dire que ça reste 3 minutes. Je pourrais poser une question rapidement. Oui. Alors, il y a certains clients qui demandent le gratos. Est-ce que c'est gratuit? Parce que peut-être tu as l'habitude de faire des séances gratuites pour une heure ou bien 2 heures, mais les prochains clients, quand ils t'appellent, est-ce que tu peux m'aider gratuitement? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on continue à faire des gratos ou bien comment on peut répondre à ces Vous gens me de posez une questions? question simple. Le fait que je t'aide gratuitement va empêcher, est-ce que le fait que je t'aide gratuitement va empêcher qu'on m'envoie ma facture d'électricité ou bien d'Internet? Ouais, c'est l'autre question. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est simple. Est-ce que le fait que je t'aide gratuitement va empêcher qu'on m'envoie ma facture d'électricité? Ah, c'est ça. Voilà, donc je ne peux pas t'aider. Ça coûte tant, voilà ce que ça coûte. Si tu n'as pas l'argent, on va cotiser. Ou si tu ne peux pas payer en une fois, je te propose de payer en 3 fois. Wow. Voilà comment je peux t'aider. Tu payes en 3 fois. Parce qu'il faut dire, très souvent, on a peur de, on a peur de prendre les clients par le coup comme ça. Hein. Très souvent, c'est difficile. Non, en fait, je pense que c'est une question. Non, c'est une question de bon sens. OK? Moi, quand quelqu'un me dit je veux que tu m'aides, je te dis que, gars, j'ai déjà plus de 1000 articles et traductions, c'est gratuit. Va t'aider toi-même là-bas. J'ai déjà donné. Maintenant, tu veux mon temps, tu veux mon énergie, ça coûte tant. Ouais. Tu avais comment m'a posé une question, est-ce que ce serait possible d'avoir des séances comme ça? Que, man, tu ne peux pas me payer. C'est peut-être prétentieux de ma part, mais tu demandais 500 € là, on est tous dans le corps, c'est nous tous on cherche les clients. Je demande déjà 500 € juste pour que je parle avec toi. Tu ne peux pas. Or, j'ai écrit un livre pour les freelances qui les aide à se mettre en place, à travailler avec les clients, avec des modèles de contrat, des choses comme ça. OK, plein de ressources derrière. Ça coûte que 20 €. Tu te concentres avec ça et tu t'en sors quand même. Et si tu veux plus derrière, je te dis, OK, voilà, il y a un cours vidéo qui accompagne le truc, ça coûte tant. Tu gères parce que ça me prend plus mon temps, je l'ai produit une seule fois. Ouais. Ouais. Voilà, donc le gratuit, tape sur Google. En même temps, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit que, gars, tu es trop cher, dit que c'est pas grave, demander à ChatGPT. Ok, je pense que. Oui, Paola, tu as raison, même ChatGPT est payant dans certains pays. Ouais, ChatGPT est payant maintenant. Même ça, c'est pas gratuit. Si ChatGPT n'est pas gratuit, les gars, pourquoi on sera gratuit? Ça, c'est vrai. Il y a tous les prix qui sont là-bas. Ok, il y a quelqu'un qui a posé une question très intéressante, Godwin. Oui. Comment on fait pour durer dans le temps et conserver ses meilleurs clients? Ouais. Donc, les clients ont un problème de fidélité. En fait, ils se disent que comme ils ont commencé à vous payer 100 francs il y a 2 ans, dans 4 ans, ils vont continuer à vous payer 100 francs pour le même service. Ils ne comprennent pas que vous devez grandir ensemble. Ouais. Vous comprenez un peu l'affaire, donc vous devez les accompagner aussi dans cette démarche-là. Et je viens de partager un lien sur la stratégie de marque. La marque vous permet de durer dans le temps parce que ça définit un peu pourquoi est-ce que vous êtes dans le business, pourquoi vous le faites en dehors de gagner de l'argent. Vous avez une vision, vous avez une mission, vous avez des valeurs fondamentales. C'est des choses qui font que vous pouvez choisir les gens avec qui vous allez travailler. Est-ce qu'ils représentent vos valeurs? Est-ce que c'est selon vos principes? Vous comprenez un peu l'affaire. Ouais. Et c'est ça qui vous permet de durer et de garder la direction. Et maintenant, un client qui ne se reconnaît pas dans ça va partir lui-même. Un client qui va se reconnaître dans ça va venir lui-même. Okay. Parce qu'il va s'identifier à vous. Il va s'identifier à votre façon de faire. Okay. C'est bon? Et je pense que ça rentre en même temps dans la même question que Click Imprime qui demande
comment procéder pour augmenter les prix avec un ancien client. Je pense que ça rentre un peu dans la même veine. Oui, mais vous devez lui faire comprendre qu'au départ, vous étiez toute seule, vous avez recruté des employés, vous avez des bureaux plus grands, donc forcément, la qualité de service est meilleure et plus rapide et que forcément, il y a un coût. Mais comme il est un ancien client, le nouveau tarif étant de peut-être 200, lui, il aura une remise peut-être de 25%, il va payer 150. Ouais, je vois. Ouais. Vous voyez un peu? Je vois, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. En tout cas, merci, vraiment merci beaucoup pour toutes ces questions auxquelles vous avez répondu. On est très édifiés. C'est vraiment un honneur d'avoir ce genre de masterclass gratuitement. Mais ouais, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Les gars, pour ceux qui ont d'autres questions ou bien qui auront d'autres questions, après, vous pouvez poser toutes vos questions dans le groupe et puis nous, on va les recenser et puis voilà, on pourra derrière par derrière trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Soit contacter M. Henri Dautin, il est en télé directement et tout ça. Donc, normalement... Il y a une très belle question de Paola qui demande s'il y aura un live sur la psychologie des cibles. Ok. Je connais beaucoup sur le sujet, mais je souhaiterais te proposer d'arrêter le rouge sur la psychologie du consommateur pour un éventuel live. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis partante. Depuis le temps qu'on en parle. Oui. Donc, je suis l'invité de Godwin, c'est lui qui va décider avec son équipe. Je faisais juste la proposition. Pour organiser une séance comme ça dans les semaines. Oui. Ah oui, il faut. Henri, c'est vraiment une mine d'or. Hein, et presque, on va dire, inépuisable. Merci Paola. Et pourtant, je n'ai que l'offre découverte. Hein. Donc, Paola, c'est l'une de mes clientes hein, et une grande amie aussi. Donc, tout ce que je dis ici, elle entend. Donc, si c'était faux, elle aurait répondu que non, le gars raconte les bêtises. Oui, je tiens à dire pour l'assistance, Henri, c'est le bureau des pleurs, mais il est toujours à l'écoute. De toute façon, que vous ayez pris l'offre découverte ou pas, Henri est à l'écoute. Ça, au moins, c'est quelque chose, il a en lui et puis il faut lui reconnaître ça et lui dire merci. Il y a une question d'Odette. Est-ce qu'on peut prendre la question d'Odette, s'il vous plaît? Godwin, est-ce qu'on peut prendre la question d'Odette parce qu'elle n'a pas réussi à rentrer, en fait. Ok. Et Bon, si monsieur Bon, Godwin, à 20h15, on arrête. Donc, je peux encore prendre des questions jusqu'à 20h15. Okay. Donc, on va prendre rapidement la question. Elle dit que moi, je vends un service Kinder. Les consommateurs de mon service sont les salariés et le payeur, c'est l'employeur. Quelle stratégie B2B? Ok. La stratégie B2B, je ne sais pas trop comment je vais t'expliquer ça. Moi, les gros mots, je ne connais pas trop. Hein. En réalité, l'employeur, qu'est-ce qu'il y gagne? C'est la première question à laquelle tu dois répondre. Qu'est-ce qu'il gagne à payer ça pour ses employés? Généralement, l'employeur, ce qui l'intéresse, c'est comment il va économiser. Les charges de l'employeur sur le salarié sont énormes. Il y a déjà des charges salariales, patronales, où un salaire peut facilement lui coûter par mois sur les charges sociales et les charges revenus entre 40 et 150 000 en fonction du salaire. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il paye en dehors de ce qu'il met dans la poche du salarié. Alors, lui demander de payer plus pour que son salarié soit à l'aise, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus, qu'il aide lui à gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu lui vends? Tu vas dire que le salarié sera beaucoup plus productif. Mais comment est-ce que tu quantifies ça? Ok. Donc, ce que je te propose, c'est par exemple, il est en pôle d'employés, tu lui dis, ok, on va s'occuper par exemple d'un employé à moitié prix, sans engagement, si ça ne marche pas. Et vous allez vérifier son rendement en travaillant avec nous. Si ça s'améliore en étant à 5 salariés, puis à 10 salariés, puis à tel, puis à tel. Mais tu n'as pas vu ce que ça lui apporte concrètement en termes de chiffres. Ce sera difficile pour lui de s'engager. Mais ne propose pas un service gratuit. Ce sera une erreur parce qu'il va se dire que ton service
ne vaut rien. Donc, je peux le donner gratuitement. Jamais gratuit. C'est une grosse erreur. C'est-à-dire que votre temps ne vaut rien. Le client peut en disposer comme il veut, sans conséquence. C'est le message que vous envoyez. Wow. C'est fort. Voilà, Paul a raison. Les clients de service ont besoin de voir pour croire. Donc, il faut apporter la preuve. Mais il faut que ce soit sans grosses conséquences financières pour vous qui fournissez le service. Donc, soit des témoignages, soit proposer un arrangement où le client prend très peu de risques au début et vous assumez tous les risques pratiquement. Donc, vous faites ce qu'on appelle le risk reversal pour dire j'assume tout. Si ça ne marche pas, on arrête, vous n'aurez dépensé que la moitié de ce que je facture d'habitude. Ok. Mais vous faites ça quand vous croyez en votre service. Parce que si vous acceptez ça, il comprend que vous croyez en votre service. Vous croyez en votre capacité à résoudre son problème. Ok, je vois. On a une Ok, question, une dernière question. on a une dernière question assez intéressante. On a deux questions de bon. On va essayer de les comprendre rapidement. Des astuces ou solutions contre le syndrome de l'imposteur quand on est un jeune prestataire de service. Ça, c'est l'avant-dernière question. Et puis la dernière question, est-ce que les stratégies gratuites pendant un mois sont efficaces? Donc, les essais gratuits, je commence par la dernière question. Les essais gratuits sont très intéressants. Ils permettent de fidéliser, de donner une vue de ce que vous proposez. Mais ça, c'est généralement pour les plateformes de produits. Pour dire, par exemple, tester ma plateforme de formation, regarder tous les cours que je propose pendant 3 mois. Pendant un mois, pardon, vous aurez accès à ça seulement. Vous n'aurez pas accès à telle autre chose. Mais vous avez accès pendant 30 jours. Moi, par exemple, j'ai utilisé MailChimp gratuitement pendant 8 ans. OK, MailChimp, la solution no-code pour les emails marketing. Oui. OK. Et quand il a donc fallu passer la barre de plus de 2000 abonnés et qu'il fallait commencer à payer, j'ai pas rechigné parce que les gars m'ont quand même donné gratos pendant 8 ans. Ouais. Et du coup, Sendinblue vient avec de meilleures offres, ConvertKit vient avec de meilleures offres financières. Mais dit que, gars, MailChimp va supporter 8 ans, mais je paye les dollars supplémentaires pour MailChimp. Wow. Mais ça, c'est un modèle premium parce que pendant que je ne payais pas, il y a des gens qui payaient à ma place pour que je puisse utiliser gratuitement. Donc, tout dépend de votre business model, c'est pour vous permettre du premium. OK? Mais le gratuit 30 jours vous permet de découvrir vraiment le service ou le produit. Mais pour quelque chose où je vais vous faire un logo, comment je fais l'essai de logo 30 jours? C'est pas possible. Ouais. Vous voyez un peu? Oui. Voilà, donc, et l'autre question, c'était des astuces. Le syndrome de l'imposteur, en fait, il faut se tester. Quand on est graphiste ou designer, le premier client, c'est vous. Donc, à quoi ressemble votre business? Est-ce que votre business est crédible? Parce que ce que vous proposez de faire pour les autres, est-ce que vous le faites déjà pour vous-même? Ouais. OK? Oui. C'est par là que ça commence. Et si quelqu'un a réussi à vous donner 1000 francs en échange d'un service, ça veut dire que vous méritez d'être payé pour ce que vous faites. Et ça, il n'y a pas de problème. Syndrome de l'imposteur. En fait, je crois que ce dont il faut plus se méfier, c'est le Dunning-Kruger. Penser qu'on est suffisamment expert alors qu'on ne sait pas grand-chose. C'est ça plus qu'il faut se méfier que du syndrome de l'imposteur.